Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, c'est un coup de dimanche, petit quoi à la con! Aujourd'hui, on voulait aborder un film important à nos yeux. Un film qui nous émeut autant que son accueil nous énerve. Je parle bien sûr de Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis. Mais pour ce faire, je suis accompagné d'Alexandre, que vous avez déjà entendu sur le podcast sur BoJack Horseman entre autres. Alexandre, qui est au risotto, ce que Takeru Kobayashi est au manger de hot dog. Salut Alex. Salut. Très bouffe aujourd'hui. Ah, très bouffe, ouais. On vient de bouffer des muffins là, c'était vraiment C'est pas ça. mal. Voilà. Bon, bienvenue à Marwen. Merci beaucoup. Marwen Cole même, je dirais. Voilà. Marwen Cole, mais ça va, ça y est, il spoil déjà. Non, alors, donc, comme toujours, hein, c'est l'invité qui propose le sujet. Et là, bienvenue à Marwen, moi, ça m'a semblé comme une évidence. C'est un film qui est important pour nous deux. Et je parlais de son accueil. Alors toi, c'est un film que tu as eu la chance de voir en salle. Oui. Ce qui, moi, n'a pas été le cas. Oui. Parce que le film est resté 15 jours en salle. Oui, mais alors en fait, Bienvenue à Marwen, c'est le moment où j'ai eu l'idée de faire le podcast dessus, ça a été un flash parce qu'en fait, ça fait partie de ces profondes injustices que je ressens dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est des trucs, je peux pas en parler sans m'énerver. Donc je vais m'énerver, je le préviens. Le film est vraiment excellent. C'est un film magnifique dont on va parler là, qui a été un bide monstrueux. Tout à fait. Mais qui s'est planté grave, quoi. Et qui s'est fait défoncer. Je pense qu'on va aborder le pourquoi il s'est bidé, on y reviendra. Oui, parce qu'on a une théorie un peu là-dessus. Voilà, donc bon, dans un premier temps, on va peut-être présenter le film, je sais pas si tu as envie de le faire. Ouais, avec plaisir. Mhm. Alors donc, Bienvenue à Marwen, c'est un film qui date de 2018, qui a été réalisé par Robert Zemeckis, qu'on connaît entre autres pour Forrest Gump, Le Retour vers le futur, Beowulf, C'est ça. entre plein d'autres chefs-d'œuvre qu'il a pu faire. C'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Mark Hogancamp, avec au scénario Caroline Thompson, qui est donc la scénariste c'est la régulière scénariste de Édouard Main d'Argent notamment. voilà, d'autres films de Monsieur Jack aussi, il me semble qu'elle a participé. C'est ça. On retrouve toujours Alan Silvestri à la composition. Toujours. Et c'est un film donc, dont l'acteur principal est Steve Carell, qui joue Mark Hogancamp. Et c'est un film, c'est pour ça qu'on voulait en parler, qui pour un budget de 39 millions, qui est quand même très peu dans le Hollywood actuel. C'est un que je qualifierais moyen plus, c'est-à-dire c'est un budget correct. Voilà, c'est vraiment un budget. Mais c'est un normalement c'est un on est budget loin d'un Marvel. C'est ça. On est Ça très loin pourrait être d'un un budget qu'on donne à un premier film d'un mec un peu connu, quoi. Mais c'est ça. qui en a donc pour 39 millions de budget a rapporté 13 millions, donc il s'est planté grave. Ah, le vrai méchant bide qui fait mal. Voilà. Alors que pour nous deux en tout cas, Bienvenue à Marwen, c'est vraiment je déteste l'expression, mais c'est le film de la maturité. Dans le sens, c'est c'est vraiment la quintessence de tout ce que Zemeckis a pu développer par le passé. C'est quelque chose sur lequel on discute souvent. Souvent, des réals font des films qu'on va considérer vraiment comme leur testament parce qu'ils réunissent tout ce qu'ils ont pu aborder par le passé. C'est le cas par exemple de Réalité pour Quentin Dupieux, de Django pour Quentin Tarantino. Il y a des films comme ça où c'est vraiment la quintessence de son réal, pour moi. Et je considère que Bienvenue à Marwen, c'est le cas pour Zemeckis. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu traiter auparavant est dans Marwen d'une manière sublimée. Ok, avant d'en arriver là, peut-être faire le pitch. Tout à fait. Merci. Donc, Bienvenue à Marwen parle de Mark Hogancamp, qui, après s'être fait tabasser en sortant d'un bar, a été frappé d'amnésie. On apprendra au fur et à mesure du film, je spoil sans spoiler, parce qu'on l'apprend assez vite dans le film. En fait, il aime porter des chaussures de femmes. C'est juste une passion qu'il a. Il considère que ça le rapproche de ce qu'il appelle l'essence des femmes. Mais c'est tout à fait anodin dans le sens où c'est très un détail de sa vie. Ouais, il fait ce qu'il veut en fait. Il y a ça quoi. Voilà. Mais donc il se fait tabasser par des néo-nazis à la sortie d'un bar à cause de ça. Quand il se réveille, il se souvient plus de rien. Il reconstitue son passé à partir des éléments qu'il trouve chez lui. Donc il sait que c'est un ancien dessinateur, alors qu'aujourd'hui il est plus du tout capable d'écrire de même que son nom. Ah, il a plus la capacité cognitive de tenir un crayon. Voilà, il comprend qu'il aimait les chaussures de femme et il les aime toujours, mais il n'a plus aucun souvenir de son passé. Et donc en fait son moyen de gérer ça, de gérer le traumatisme, a été de créer un village belge fictif qui s'appelle Marwen, qui est un village de résistants peuplé de poupées
qui représente les femmes qui l'ont aidé à survivre et à se reconstruire après son attaque. C'est-à-dire que ce qu'il fait concrètement, en fait, c'est qu'il a sa maquette de village dans son jardin, il a les intérieurs des habitations chez lui, et en fait, il a des petites poupées qui s'amusent à habiller, à mettre des chaussures, à maquiller. Enfin, il est très touchant dans la manière dont il s'occupe, dont il prend soin de ses poupées, et ce qu'il aime bien faire, c'est les prendre en photo de manière à les mettre dans des situations. Il fait de la mise en scène avec ses poupées. Voilà, sachant que utiliser le terme pour rien. Oui, voilà, sachant que au cœur de ce village se trouve son alter ego, qui est Oggy. Donc pour Mark Hancombe, lui c'est Captain Oggy, qui est un soldat américain qui se retrouve dans le village de Marwen après un crash d'avion. Donc tout ça fait partie de son imagination et du lore qu'il donne à son village. Et donc voilà, il va en quelque sorte se reconstruire et remercier les femmes qui l'ont aidé à redevenir un être humain en quelque sorte après son traumatisme, en faisant des héros, des résistantes, guerrières, hyper sexy, vraiment des femmes. On sent qu'il y a une certaine forme d'admiration de sa part. Et le film donc arrive au moment où Mark Hancombe doit affronter ses agresseurs lors du procès. Et on le retrouve dans une situation où il fuit vraiment la réalité dans son village fictif de Marwen, où il passe ses journées à essayer de vraiment travailler les détails de ses poupées, les prendre en photo, faire rouler les tanks de son village pour user les roues pour que les photos soient plus réalistes. Il est vraiment passionné par ça, mais en fait ça lui permet de ne pas affronter la réalité. Et donc le film va suivre les quelques jours avant le procès, dans lequel Mark est à la fois chamboulé par l'arrivée d'une nouvelle voisine et par l'arrivée du procès contre les néo-nazis qui l'ont agressé. Et il va devoir en quelque sorte réaffronter sa réalité, accepter ce qui s'est passé, accepter le fait que ce n'est pas sa faute et qu'il n'a pas à s'en vouloir d'avoir fait ce qu'il a fait, d'aimer les chaussures de femme dans ce cas-là. Et tout l'enjeu du film va être réuni dans un personnage qui s'appelle Deja Torres, qui est la sorcière du village de Marwen, qui représente, si on veut, un peu à la fois la peur, l'incapacité à affronter la réalité et l'addiction aux médicaments du personnage de Mark, donc qui fait tout pour le garder dans ce monde fictif de Marwen et l'empêcher de se reconstruire après son agression. Ok, très très bon pitch. Alors de ce pitch-là, ce qui est assez remarquable, comme tu le disais, on avait face à faire. Moi, j'emploierais pas l'expression film de la maturité, mais plus. Je déteste l'expression. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, moi, c'est un film qui très clairement, quand j'en suis sorti après l'avoir vu, j'avais été soufflé de me dire. Si on divise la filmographie de Zemeckis en deux types de films, c'est-à-dire que pour le décrire, tu as utilisé Retour vers le futur et Forrest Gump, et on pourrait dire que c'est ces deux-là. Non, en quelque sorte. Moi, ce qui m'a mis par terre avec Marwen, c'est que j'ai eu les deux en mieux. Oui. Moi, Marwen, c'est un film, et plus je le vois, plus j'ai ce sentiment-là, j'adore Retour vers le futur et j'adore Forrest Gump, c'est pas le sujet, c'est pas mon propos, mais mon propos, c'est de dire qu'il fout les deux à l'amende, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise... dans sa mise en scène, parce que le projet de mise en scène, on a fait un épisode sur Beowulf. Donc dans l'épisode d'Analytics sur Beowulf, on explique ce que c'est que la performance capture et les expérimentations qu'a pu faire Robert Zemeckis sur ça. Là, la grande idée du film, c'est quoi ? C'est pas seulement de faire une espèce de drame intime où tu verrais Mark faire les photos de ses poupées, c'est que les histoires que Mark se raconte sont mises en scène. Voilà, en fait, Elles sont mises en scène en performance capture. Voilà, le film se partage entre les scènes de réalité dans lesquelles Mark évolue dans son monde, et je vais utiliser une expression que j'ai déjà utilisée pour le podcast BoJack Horseman, son monde imaginal, donc c'est-à-dire le monde de ses représentations et de ses projections. Et donc le personnage de Oggy et des poupées de Marwen est animé en performance capture. C'est d'ailleurs, il y a souvent assez des gags là-dessus sur le fait que ce sont des poupées, puisque quand elles se donnent un coup, ça fait du bruit de bois qui se touche, etc. Ouais, et puis il y a des gags délicieux et très drôles à voir. Ouais, complètement. Et du coup, effectivement, une partie de la carrière de Zemeckis, ça a été entre humour et drame touchant. Puis ça a été avec le Pôle Express et Beowulf, entre autres. De l'expérimentation sur la performance capture. Voilà, et vraiment dans Marwen, on a
tous les éléments les plus forts de Zemeckis, que ça soit sur vraiment l'humour déjanté, les scènes d'action, la performance capture, le drame touchant, un personnage construit, etc. Tout se réunit dans un film qui est vraiment très subtil dans sa manière d'alterner entre les scènes de performance capture et les scènes de réalité pour construire un personnage qu'on comprend être entre ces deux mondes en fait. Puis ce qui est super intéressant, c'est qu'il alterne dans les parties performance capture, du coup, donc, où on est vraiment dans la narration des poupées, dans l'action, il se permet une mise en scène totalement folle et délirante qui rend hommage un peu au film de Philippe de Broca. Donc Philippe de Broca, c'est le réalisateur du Magnifique avec Belmondo. Et son style, on le retrouve dans les bandes dessinées de Tintin, mais son style, il a vraiment beaucoup infusé les Indiana Jones et aussi le Tintin de Spielberg et également la Marwen. C'est-à-dire que très clairement, il y a un côté, on part à l'aventure, très rigolard, très coloré. Ça, c'est clair et net. Et à côté de ça, les séquences live, les séquences tournées avec les vrais comédiens. Et d'ailleurs, souvent, tu disais que les poupées, c'était les femmes qui l'ont aidé à aller mieux. C'est les mêmes acteurs. Il faut savoir que on précise, l'intérêt, c'est que Steve Carell joue Mark dans la vraie vie, mais il joue aussi Captain Oggy dans les séquences de poupées. Donc ça permet aux acteurs de s'amuser, mais alors 2 fois plus, et donner des performances très très touchantes. Et là où le film devient très très fort et d'une maîtrise que moi je trouve incroyable, c'est qu'à un moment, là où les séquences live sont des séquences d'émotion, là où les séquences de poupées sont des séquences un peu plus légères, à un moment ça switch. C'est-à-dire qu'à un moment, les séquences de poupées deviennent des enjeux narratifs émotionnels très forts, notamment dans le 3e acte. Parce qu'en fait, le monde des poupées est vraiment le monde complètement de projection. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mark Hogancamp vit sa vie et la comprend. En fait, il se comprend lui-même, il comprend ce qu'il vit en le mettant en narration dans le village de Marwen. C'est-à-dire que il comprend pas ce qu'il ressent lui-même, il comprend pas ce qu'il vit lui-même. Donc il va raconter l'histoire comme si c'était Captain Oggy qui la vivait. C'est-à-dire que là où lui va vivre une peine amoureuse, avec une femme de son entourage dans la vraie vie, l'alter ego de cette femme dans le village de Marwen va être blessé et Captain Oggy va être triste à cause de ça. Et du coup en fait il va vivre, Mark Hogancamp dans la vraie vie va vivre sa tristesse en mettant le Captain Oggy du village dans une situation où il est triste. Et voilà, et du coup en fait toutes les interactions de Mark dans la réalité ont une influence sur les interactions de Oggy dans le village, parce qu'en fait les femmes du village sont sa collègue là où il travaille, sa voisine, son infirmière, la personne qui l'a aidé en rééducation, etc. Et de la même, quand lui va être triste ou être en colère ou avoir peur dans la vraie vie, souvent Oggy, la poupée, son alter ego poupée dans le village, va être là pour vivre les choses à sa place. Il va prendre la place et il va digérer les émotions de Mark à la place de Mark. Par exemple, quand il y a une scène qui est incroyable, qui vraiment, je pense, résume le film, Mark a un appel de son avocat comme quoi le procès arrive bientôt et il a une crise de panique et en fait à un point où d'un coup les balles commencent à fuser. Et c'est Captain Oggy qui lui dit à terre, et c'est en fait d'un coup on passe dans le monde en performance capture, et c'est Oggy qui se bat contre les nazis, ils sont assaillis par les balles. C'est la séquence au tribunal, ça. Il y en a 2. Il y a celle où il demande, il y a celle où il demande plus de munitions, et il y a la séquence au tribunal. Et en fait c'est très intéressant pour une raison dont je voudrais parler ensuite. De voir. Je te tendais la perche pour ça. Ouais, voilà. En fait, c'est ce qui est assez impressionnant, c'est que voilà le village de Marwen est un moyen pour Mark de vivre ses émotions d'une manière qui lui permet de prendre une distance avec elles et donc de les voir avec un peu plus de recul. Ce qui est incroyable dans le film, c'est que du coup, en fait, ça permet vraiment d'être une très bonne introduction à ce qu'on appelle l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est une forme de thérapie, du coup, qui existe depuis un moment mais qui se développe de plus en plus, malheureusement en France pas encore assez vite, c'est pas encore reconnu comme un métier à part entière, mais c'est en train de se développer, mais dans les pays anglo-saxons, notamment au Québec, l'art-thérapie commence à être reconnue comme une voie à part entière. L'art-thérapie, c'est l'idée que une psychothérapie ou juste un suivi psychologique, en plus des séances de dialogue ou d'hypnose entre le psy et son patient, ça peut passer également par la pratique de certains arts. Sont beaucoup utilisés en art-thérapie aujourd'hui beaucoup le théâtre,
et le dessin et la peinture. Ça s'adresse à tout le monde, mais c'est très efficace sur certains publics particuliers, notamment les personnes atteintes de certaines formes d'handicap mentaux. Par exemple, les personnes autistes sont souvent très réceptives à l'art-thérapie parce que ça leur permet de ne pas avoir à passer par le prisme du langage pour s'exprimer. Je conseille d'ailleurs beaucoup le film Hors Normes, qui est sorti avec Vincent Cassel et Reda Kateb il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus, le film de Toledano et Nakache. Ouais, qui est excellent et dans lequel justement un des personnages fait de l'art-thérapie avec du théâtre. Ça peut être aussi un public d'anciens prisonniers ou d'anciennes prostituées qui ont vécu des expériences très traumatisantes qu'ils ont du mal à exprimer par les mots, et à ce moment-là, le fait de l'exprimer dans l'art peut beaucoup aider. Et en fait, c'est souvent difficile d'expliquer l'art-thérapie aux gens, et je trouve vraiment que Bienvenue à Marwen est un bon moyen de le montrer. Parce qu'en fait, quand on comprend la manière dont Mark se projette dans Oggy, on comprend vraiment tout l'intérêt de l'art-thérapie. Parce que Mark Hogancamp a été profondément traumatisé par ce qu'il a vécu, il est pas très à l'aise socialement, il a du mal à utiliser les mots pour parler de ce dont il veut parler, et en fait, se projeter dans le personnage de Oggy, ça lui permet vraiment d'avoir une forme de cathartique. C'est cathartique pour lui, il fait vraiment une forme d'expression de ses sentiments et de ses émotions dans une création artistique de sa part, mais du coup, comme il reste extérieur à ça, même si c'est sa propre création, il en est aussi spectateur. Donc il voit ce que vit le personnage de Oggy. Et du coup, il peut se poser la question, pourquoi j'ai fait vivre ça à mon personnage ? De la même manière que dans l'art-thérapie, ça peut être souvent, pourquoi j'ai dessiné ça ? Pourquoi ça m'a fait du bien de peindre ça ? Il y a une séquence très touchante dans Marwen, parce que il y a un personnage qui est joué par Leslie Mann, qui d'ailleurs ça me fait très rire de voir cette actrice là-dedans, parce que Leslie Mann, c'est celle qui joue sa nouvelle voisine. Oui, Nicole. Oui. Voilà, Nicole. Et le personnage de Nicole, donc Leslie Mann, elle joue aussi dans 40 ans toujours puceau. Oui. Et du coup, le fait de retrouver ce duo d'acteurs, là, ça m'a ouais. fait plaisir. Donc elle arrive, c'est sa nouvelle voisine, donc elle est pas au fait de ça, parce que dans le village, tout le monde est bienveillant avec Mark, parce que tout le monde est au courant que Marwen, c'est son village à lui, que c'est important pour lui, tout le monde respecte ça. Mais elle arrive, elle connaît pas. Elle est un peu notre personnage référent en tant que spectateur pour Par entrer exemple, dans l'univers de Mark. Ça peut être une porte d'entrée en tout cas. Et du coup, elle arrive, elle voit le village, et à un moment, elle est un peu choquée, elle fait oh, qu'est-ce qui se passe là ? Et elle arrive sur une scène de torture, c'est-à-dire qu'il était en train de prendre des photos, et il a mis Captain Hogg en train de se faire torturer par les nazis. Et le fait qu'elle lui pose la question, lui-même doit se demander, c'est vrai, pourquoi les nazis lui font ça ? C'est ça. Donc il commence à... Et en même temps qu'il y a elle qui demande qu'est-ce qui se passe, et lui qui du coup lui répond, d'abord il donne des réponses narratives, parce que dans mon scénario, il l'aime pas, machin. Oui, mais pourquoi il l'aime pas ? Il l'aime pas parce qu'il est différent, et ça le force à mettre en mots ce qu'il met en scène. Ça. Et c'est vraiment tout l'intérêt de l'art-thérapie, parce que le film est vraiment exceptionnel là-dessus, parce que les nazis dans Marwen ont les visages de ces agresseurs néo-nazis, les femmes rebelles dans Marwen ont les visages de ces amies femmes qui l'ont aidé à se reconstruire, et en fait il va intégrer tous les nouveaux éléments de sa vie sont intégrés dans Marwen avec à chaque fois des alter-ego, et du coup il a vraiment cette capacité de recul émotionnel qu'il n'a pas dans la vie, qu'il a dans l'art. Et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que déjà, je conseille à tout le monde de s'intéresser à l'art-thérapie de manière générale. C'est quelque chose d'extrêmement passionnant, et Marwen en montre tous les bienfaits. Mais ça me permettait aussi de parler d'une chose, c'est que, d'une certaine manière, dans toute œuvre d'art, je pense, c'est la théorie de Freud en tout cas, mais qu'il y a une part de cathartique, il y a une part d'expression de la part de l'artiste, du réalisateur en l'occurrence pour le cinéma. Et donc, d'une certaine manière, je pense que Zemeckis, quand il parle de ça, faut savoir que le projet, Steve Carell était dessus, il voulait jouer Mark Hogancamp, Robert Zemeckis était dessus, il voulait le réaliser, les deux se sont rencontrés, ils se sont appréciés, ils ont considéré que c'était intéressant de faire le projet ensemble, en fait, et ça a été un peu leur rêve à tous les deux de faire le projet ensemble, chacun de l'un en réel, l'autre en acteur. Je pense que quand Zemeckis fait Marwen, il y a aussi une réflexion de sa part sur pourquoi lui fait des films. Parce que je pense que tout réal met vraiment une part de lui, une part de ses peurs, une part de ses projections dans la manière dont il va écrire ses scénarios et dans la manière dont il va réaliser. Et voilà, ça me permettait de parler un peu avec toi, en tout cas, j'ai pas forcément de réponse à ça, mais je trouve que c'est une question qui est pertinente de se poser. En quoi le cinéma, c'est aussi un espace d'art-thérapie pour les réalisateurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du cinéma
je te tends un peu la perche du coup là, de réalisateurs qui ont fait un film aussi pour exorciser certaines choses en nous. Pour prendre juste un exemple à la con, mais le tournage d'Indiana Jones 2 prend place après un accident sur le tournage de la 4e dimension, dans lequel Spielberg n'a pas été responsable directement, mais a été impliqué dans la mort de 2 enfants vietnamiens. Très clairement, le fait que Indiana Jones 2 soit beaucoup plus sombre que le 1 et le 3, et le fait qu'il y ait le personnage de Dominion dans Indiana Jones 2, c'était une manière pour Spielberg d'exorciser certaines choses. Ça a été un peu cathartique pour lui de faire ce film. Et c'est un exemple de, je pense, dans le cinéma, régulièrement, on voit c'est pour ça que la politique des auteurs, elle est toujours très intéressante. Et c'est pour ça que souvent, si vous vous posez la question, pourquoi on analyse le film à travers le point de vue du réalisateur, alors qu'un film, c'est une œuvre collective, c'est parce que comme c'est le réalisateur qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça, souvent, les choix qu'il va prendre sur les axes de caméra, sur ce qui va arriver à tel personnage, sur les rebondissements, tout ça, peuvent être soit conscients, c'est-à-dire il sait poser la question du je fais quoi moi en tant que metteur en scène, soit inconscient. L'exemple que tu viens de donner avec Indiana Jones 2, si on replace dans le contexte dans lequel tu as dit, oui, ça match. Et Spielberg n'en avait pas conscience. Il n'empêche que si Indiana Jones 2 est beaucoup plus sombre que le premier, et on voit carrément des enfants mourir dans le 2, et Indiana Jones 2, c'est le film qui, aux États-Unis, invente le PG-13, qui invente l'interdiction moins de 13 ans. C'est-à-dire parce que c'est un film familial, d'aventure. Tu montes pas Indiana Jones 2 à un gamin de 8 ans. tu ne peux pas. On peut même aller encore plus loin sur ce genre de choses avec, par exemple, Rencontre du troisième type, qui peut être genre une rencontre entre les 2 parents de Spielberg. Bref, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais... Moi, l'exemple que j'allais te donner quand tu dis qu'un réalisateur réfléchit sur qu'est-ce que je fais en tant que réalisateur, j'allais rester sur Spielberg parce que de toute façon Spielberg et Zemeckis sont liés. C'est-à-dire tout ce qui a suivi après La liste de Schindler. C'est-à-dire que tous les films de Spielberg au début de l'an 2000. Donc on peut compter dedans Jurassic Park 2 où il a eu beaucoup plus de mal à le mettre en scène, mais moi c'est surtout une espèce de trio, enfin je crois qu'il y en a peut-être un peu plus, mais en tout cas c'est Arrête-moi si tu peux, La guerre des mondes, Minority Report. Ces 3 films là par exemple que je viens de citer, c'est très clairement Spielberg qui, après avoir mis en scène la Shoah, ce qui est quand même pas rien, quand tu mets en scène un sujet comme les chambres à gaz, comme ce qu'a été l'Holocauste, tu fais quand même très attention à comment tu places ta dramaturgie, ta caméra, qu'est-ce que tu fais de tes acteurs. Faut pas te viander sur un sujet pareil. Et en plus, c'est un sujet qui est très intime chez Spielberg. Ce qui fait que après le reste de sa filmographie, il s'est posé ces questions de mais je suis qui moi en tant que cinéaste. Et donc vous pouvez avoir Minority Report, je vous invite à le revoir, c'est clairement un film sur une question de montage, c'est tout le film, c'est une enquête sur il manque un plan, c'est vraiment ça, Arrête-moi si tu peux, c'est un film sur un personnage qui se met en scène. Là, je vais me faire passer pour un chirurgien, je vais me faire passer pour un pilote d'avion, et donc du coup toute cette partie réflexive là, elle est très intense. Je suis moins calé sur la biographie de Zemeckis, donc je ne saurais pas vous dire si il se pose ces questions-là en ces termes-là quand il met en scène Marwen. Par contre, il est fort probable que c'est un film dans lequel il le fait au moins inconsciemment, parce que ça en dit long d'insister sur le fait de mettre en scène Marwen. Marwen le village, j'entends. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette réflexion-là au fond de lui, il aurait juste mis en scène l'histoire de Marc et on aurait vu les photos de ses poupées, basta. Là, le fait de donner vie aux poupées, il anime les poupées, il leur donne vie. Il y a cette réflexion autour du qu'est-ce que je fais moi en tant que cinéaste. Parce que Marc, ok, il est photographe, sauf que lui, dans sa mise en scène, il en fait un photographe. Mais là où Spielberg se pose peut-être la question de qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être cinéaste par rapport à sa responsabilité envers le public, Zemeckis se la pose peut-être plus sous l'angle du qu'est-ce que ça veut dire sur moi, qu'est-ce que je dis en faisant ça. Et du coup, pour faire un peu un résumé de ce qu'on a dit pour le moment, avant de passer au second sujet duquel on voulait parler, pourquoi voir Marwen, enfin Bienvenue à Marwen? Déjà parce que c'est un film exceptionnel, extrêmement touchant, drôle, très bien rythmé. Tout ce qu'on a dit là, nous c'est parce qu'on met des mots dessus, donc ça paraît très réfléchi, c'est un film incroyablement ludique. Vous pouvez le regarder avec vos gamins. Et moi je vous invite vraiment, c'est un film, voyez-le avec vos enfants, voyez-le avec. C'est clair. Enfin sincèrement c'est top quoi. Donc déjà l'échec de Marwen. Déjà sur le simple fait que quand on en parle, les gens ne s'en souviennent pas. C'est incroyable ça. C'est quand je parle aux gens, mais quoi, mais il est sorti ce film, mais je ne comprends pas. Donc déjà vraiment, il mérite complètement d'être vu
Première chose. Deuxième chose, il permet vraiment de s'intéresser à la question de l'art-thérapie et à tous les bénéfices de la thérapie sur les gens qui ont du mal à s'exprimer avec les mots. Parce que tout le travail de cathartique et tout le travail de reconstruction que le personnage de Mark Hogancamp fait au travers de ses poupées est très important. On fait exprès de pas spoiler depuis tout à l'heure parce que le film est vraiment très bon. On n'a pas envie de gâcher. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Ouais, on risque de spoiler dans la partie qui va suivre juste après, mais on va prévenir et du coup, vous pourrez arrêter le podcast. Voilà, c'est ça. Et là, on a fait en sorte de vous donner un podcast qui soit écoutable où vous avez plein d'infos. Et au moment, on vous dira quand est-ce qu'on spoil. Voilà, c'est ça. Mais du coup, en tout cas, il permet vraiment de voir tous les intérêts de l'art-thérapie sur comment se reconstruire par le biais de l'art. Et il permet, selon moi, de aussi se poser la question du que met un cinéaste de lui-même dans un film quand il le fait. En quoi l'art, c'est aussi toujours une manière d'exorciser ses propres démons, de parler de choses dont on a besoin de parler autrement que par les mots. Et du coup, il y a une vraie mise en abîme dans le film entre Zemeckis qui a besoin d'exorciser certaines choses et qui fait Marwen, et dans Marwen, Mark qui a besoin d'exorciser certaines choses et qui fait Marwen le village. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question, et c'est... Alors, moi, là, c'est à partir de maintenant où, si vous n'avez pas vu Marwen, tant pis, zappez notre troisième partie. On va tenter de répondre à pourquoi Marwen n'a pas marché. On va essayer de tenter de répondre à ça. Mais pour ça, il y a un moment, on est obligé de spoiler. Voilà. Donc, à partir de maintenant... on a combien, là ? On a une vingtaine de minutes, 30 minutes. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Vous avez du contenu. Faites-nous confiance et revenez vers le podcast pour... Bah ouais, c'est vrai ça. Parce que de toute façon, vous allez vivre un moment génial devant ce film et vous allez vous dire, mais c'est vrai, pourquoi ça s'est planté ? Et là, vous pourrez nous entendre gueuler comme des putois. Voilà, parce que si vous voulez, vraiment, il y a une injustice dans le fait qu'il n'ait pas marché. Ouais. Donc, comme on l'a dit, c'est vraiment la quintessence de Zemeckis. Il est exceptionnel et le fait qu'il ait si peu marché est rageant. Et voici notre théorie. On y va ? On y va. On y va ? Bon, allez, ça spoil à mort. Je fais le spoil et on y va. Vas-y, je te laisse lancer là-dessus. Quand Alexandre parle de ce que Robert Zemeckis a pu exorciser, dans la liste de ce qu'il a pu exorciser dans Marwen, il faut savoir que dans le troisième acte, je vais être vague dans la manière de le décrire, histoire de quand même laisser un peu de surprise, mais voilà, Marwen, dans le village de Marwen, on est dans la mise en scène avec les poupées, là donc, et c'est là où je disais qu'il va mixer la mise en scène un peu fun, un peu Philippe de Broca, tout ça, avec cette dramaturgie intense, c'est que Captain Hogg va se débarrasser de la personne, de la poupée qui est à la source même de la dépression de Mark. Donc la sorcière dont tu parlais. Et comment va-t-il faire pour se débarrasser d'elle ? Eh ben, il lui a demandé une machine à voyager dans le temps. Ah bon ? Qui n'est ni plus ni moins que la DeLorean de Retour vers le futur. Ah, tu veux dire de Ready Player One ? C'est ça. Et du coup, alors déjà, ça peut faire plaisir à certains de voir la DeLorean, mais on peut se poser la question, tiens, pourquoi Robert Zemeckis a-t-il voulu, lui qui ne fait jamais de clin d'œil méta, il fait jamais du méta, il fait jamais du coup de complice Zemeckis dans sa filmographie. Par méta, on entend... Qui brise le quatrième mur, il en fait jamais de ça. Jamais. C'est la première fois dans sa filmographie où il fait un gag pareil. Enfin, un gag. Donc là, notre personnage construit la DeLorean de Retour vers le futur, et c'est vraiment celle-là, hein, parce qu'elle a les roues, il montre même qu'elle peut voler, t'as les roues qui tournent de la même manière. Donc, il y a la DeLorean. Et en fait, il expédie la méchante, la sorcière, à l'aide de la DeLorean, il l'envoie dans le futur, il se débarrasse d'elle comme ça. Et ben, cette séquence-là, je ne peux pas m'empêcher, j'ai beau la revoir, je ne peux pas m'empêcher de l'interpréter autrement que foutez-moi la paix avec Retour vers le futur, bon Dieu de merde. C'est ça. Vraiment. Parce que vraiment, fondamentalement, ce qui nous énerve, c'est que tout le monde reste accroché à Retour vers le futur, qui est une très bonne trilogie. C'est des films qu'on adore. Non, on les adore. C'est pas la question, en fait. Hein. Pour tout vous dire, la naissance de X, elle s'est faite autour du fait qu'on ait maté les trois Retours vers le futur chez moi, le jour en 2015 où ils sont dans le futur. Il y avait Roman qui venait d'un autre groupe de potes et Cyril qui venait d'un autre groupe de potes qui se sont rencontrés chez moi ce jour-là. Donc Retour vers le futur, on y tient. C'est l'ADN de X. Maintenant, le truc, c'est qu'on voit tout le monde gueuler. On sait tous qu'aujourd'hui, s'il y avait un Retour vers le futur 4 qui sortait... Ah, ce serait un succès. Ce serait un succès monstre. Tout le monde irait le voir. Et tout le monde gueule pour Retour vers le futur. Et il y a plein de gogoles comme nous, en 2015, qui ont fait des rétrospectives Retour vers le futur. À la différence de nous, c'est qu'en 2015, on faisait une rétrospective Retour vers le futur, mais on est allé voir Ali au cinéma. Voilà, sauf que nous, on allait voir les Zemeckis. Mais du coup, les gens gueulent pour avoir un Retour vers le futur 4...
Mais quand Zemeckis fait des beaux projets, des projets vraiment bons, comme Allié, comme... Là, c'est simple, récemment, de toute façon, là, récemment, tous les films de Zemeckis ont été des bides. Moi, il y a The Walk, Allié et Marwen qui ont tous été des bides et qui sont tous des films que j'ai adorés. On précise qu'on n'a pas vu Sorcière encore, mais... Ouais, c'est le prochain qui doit sortir. Mais pourquoi Marwen nous fait plus péter un plomb que les deux autres ? Parce que c'est peut-être, de tout ce que je viens de citer, Marwen est le film qui a le potentiel à être un film culte comme les Forrest Gump ou comme les Retour vers le futur. C'est ce film-là qui aurait dû être un succès pareil. Et nous, on se dit, non mais attends, donc on vit dans un monde où Ghostbusters 3, tout le monde applaudit, mais un truc neuf, vraiment intéressant, par un créateur, non. Ah non, merci. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, sortons les grands mots, la culture, enfin c'est pas nous d'ailleurs, mais... Ouais, ça vient pas de nous, mais... C'est la culture doudou. Donc, c'est-à-dire que, ce qui est pas du tout une critique, hein, parce que j'ai pas envie que ça hérisse le poil de certaines personnes quand on utilise ce mot, nous-mêmes on est les premiers à être dedans, mais en fait, par culture doudou, on entend le fait que nous sommes dans un monde, depuis 10-15 ans, qui se définit beaucoup à partir de références. Le film justement Ready Player One de Spielberg est vraiment la quintessence de ça parce qu'il montre que on se comprend, mais pour le dépasser, il déconstruit ça bien sûr, mais je veux dire les 15 premières minutes de Ready Player One, on se comprend entre nous au travers de certaines références culturelles. Vraiment, surtout notre génération, on se lie d'amitié par rapport à des cultures communes. On connaît tous les Harry Potter, les Star Wars, etc., etc. Et du coup, ça fait qu'il y a une certaine forme d'attachement à ça. À une certaine culture qui s'est développée dans les années 80-90, à laquelle on se rattache comme à un doudou en fait, parce que c'est rassurant. Et beaucoup de films et de séries récents, on peut penser notamment à Stranger Things, s'appuient beaucoup sur cette culture doudou. Sur cette nostalgie en fait. Voilà, c'est vraiment une nostalgie de la culture de notre enfant, enfin de l'enfance de la génération, parce que nous on a 23, 24, 25 ans, donc c'est les gens qui ont 30, 40 ans aujourd'hui s'accrochent beaucoup à la culture de leur jeunesse dans les années 80-90. Nous, on la connaît aussi parce qu'elle a profondément marqué le paysage culturel, donc on y est aussi attaché dans notre enfance. Et il y a vraiment cette idée de venir se raccrocher à cette culture-là et de rester dedans, en fait, comme dans un cocon dans lequel on est bien. Ce qui n'est pas mal en soi, c'est toujours bien d'avoir des attaches, mais ça pose le souci d'avoir peut-être plus de mal avec des choses nouvelles, à s'ouvrir à des nouvelles créations qui ne sont pas un doudou pour nous. Et du coup, Zemeckis a vraiment fortement participé à la culture qui est pour nous aujourd'hui la culture doudou, puisque Retour vers le futur est ancré dans cette culture-là. Tout à fait. Mais en fait, il subit la conséquence de son propre génie, puisque aujourd'hui, qui est dans un monde, on est en 2020 aujourd'hui, dans lequel on est vraiment à fond dans cette culture doudou, lui qui arrive avec des nouvelles créations, que ça soit dans les années 2000 avec Beowulf ou le Pôle Express, ou dans les années 2010 avec Allié ou Marwen, les gens ne le regardent plus. Les gens préfèrent revoir encore les Retours vers le futur et attendre le 4e que d'aller voir les nouvelles créations du même réalisateur qui entre-temps a pris une maturité impressionnante, quoi. C'est ça, et surtout, et du coup on en arrive avec des paradoxes qui me font rire, quoi. C'est-à-dire que tout le monde voulait un Indiana Jones 4. Ouais. Le truc qui sort, on connaît le film. D'ailleurs, il n'existe pas. Il fait partie des choses qu'on a complètement zappé de notre... Exactement. Voilà, il n'y a pas d'Indiana Jones 4. Par contre, le vrai Indiana Jones 4, donc à savoir Tintin, oui, Tintin. Affaire blanche, bide. On parle de Tintin et le secret de la licorne, sorti en 2012 le par film de Spielberg et Jackson. Ouais. Donc du coup, ça c'est les paradoxes qui du coup me font rire. Et l'autre truc, c'est que nous dans X, alors je dis pas, évidemment qu'on a des attaches sur cette culture-là. Par contre, s'il y a une phrase que je pourrais exprimer qui montre un peu comment nous on préfère consommer de la culture, on dit pas que c'est la bonne façon. C'est pas le propos de ce podcast. On dit que nous on marche comme ça et ça nous va bien. Comme ça, on s'y retrouve et on évite les phrases parce que moi, je connais des petits jeunes là qui, je pense à mon cousin notamment. Ouais, je parais très vieux quand je dis ça. Ouais. Désolé, hein, j'ai 24 ans, il en a 15, je crois, 16. Du coup, plus jeune que moi en tout cas. Ouais. Ils ont vu ces films-là. Ils ont vu les Goonies, Retour vers le futur, tout ça. Et vis-à-vis des films d'aujourd'hui, à 16 ans, il peut me sortir ouais, mais je crois que les films là, j'ai fait le tour. Non mais voilà, tu vois genre lui-même à son cinéma d'aujourd'hui, il sent qu'il a fait le tour. Et là tu fais c'est méga triste quand même. Alors que non, des plaisirs filmiques aujourd'hui, on a fait la liste de nos films préférés, il y a des films récents qui sont excellents. Alors que tant que t'as pas vu la trilogie Camping, t'as rien vu de bon. Voilà. Je retire cette phrase. C'est pas grave. Mais
Moi, là où je voulais en venir, c'est que la phrase, sans non plus faire de la morale, sans dire oh les gens faites comme nous, mais nous, il n'y a pas de c'était mieux avant, et on n'a pas de nostalgie vis-à-vis de cette époque-là. Pourquoi ? Parce que si on a envie de voir Retour vers le futur, on regarde Retour vers le futur, on n'a pas besoin d'un quatrième, et surtout, on préfère les créateurs aux licences. C'est-à-dire que, en tout cas moi personnellement, c'est-à-dire que demain tu me dis Spielberg fait un Howard the Duck, je suis ultra curieux. Ouais. Parce que Spielberg, je connais sa filmographie, je connais son talent, donc je me dis ah tiens pourquoi pas. Tu me dis un nouveau Star Wars mais fait par J.J. Abrams, mais qu'est-ce que je m'en fous ? Bah ouais, non mais c'est Qu'est-ce ça. que je m'en fous ? Mais puis mais tu vois, c'est les réalisateurs par rapport aux licences, c'est une chose, et puis même de manière générale, les réalisateurs par rapport aux histoires. Parce que une super histoire comme Alita Battle Angel, tu la mets en les mains de Rodriguez, ça fait un film qui est quand même très moyen. Ah, ouais. Alors qu'une histoire qui, de l'extérieur, pour prendre l'exemple d'Adieu les contes d'Albert Dupontel, on te dit, bah, c'est une meuf qui avant de mourir veut retrouver son enfant. Il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas. On connaît Laurel qui est dans la X, ça l'intéressait pas du tout. Elle a été transcendée par Adieu les contes parce que Dupontel, le réalisateur, est capable de le mettre en scène, quoi. Et du coup, voilà, pour nous, l'échec de Bienvenue à Marwen s'explique en quelque sorte par le fait que Zemeckis n'est plus attractif pour beaucoup de gens, parce que Zemeckis, en fait, pour beaucoup de gens, il est mort en même temps que Forrest Gump. C'est-à-dire qu'il y a une majorité du public qui est dans cette culture doudou, qui va adorer Zemeckis en tant que réalisateur de des 3 Retours vers le futur, mais qui du coup ne s'ouvre pas à la possibilité de voir l'évolution de ces réalisateurs, l'évolution de Zemeckis. Et du coup, voilà, un projet comme Bienvenue à Marwen, en quelque sorte, c'est un ovni aujourd'hui. Il n'a pas sa place parce que c'est pas un remake, c'est pas un film de licence, c'est pas un film de gros studio, c'est pas une franchise. Voilà, c'est pas un film de Noël, c'est pas machin. Et du coup, c'est une vraie pure création. Et malheureusement, là où le nom Zemeckis devrait être extrêmement bankable, il est raccroché à cette culture-là. Et le problème, c'est que c'est la même chose avec Steven Spielberg, tonton Steven, quoi. Je veux dire, il continue encore aujourd'hui à faire des films qui sont incroyables, mais dans tous les registres, que ça soit Ready Player One ou Pentagon Papers. Il faut comprendre que dans le contexte d'Hollywood d'aujourd'hui, à savoir un contexte où c'est la franchise qui compte avant la qualité du film, c'est ce qu'on veut, c'est une série sur écran de ciné. C'est très clairement ce qu'on veut. Dans ce contexte hollywoodien actuellement, des gars comme James Cameron, Peter Jackson, Guillermo del Toro, Spielberg, Zemeckis, Edgar Wright, Bayona ne sont pas en odeur de Saint-Denis. Oui. On ne veut pas de ces gars-là. Parce que ces gars-là veulent faire des films. Alors que c'est quoi, 90% de... Enfin, c'est notre ADN. Nous, c'est notre culture. Nous, là, on est à la maison. Là. Tu rajoutes autre Choyard qui on est à la maison. Voilà, nous, c'est chez nous, là, on est en pantoufles. Ouais. Mais faut comprendre ça, quoi. Faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, ces mecs-là sont d'une certaine manière en résistance. Vraiment. Ouais. C'est malheureux parce que c'est des vrais génies, mais comme ils se raccrochent pas financièrement à un cadre dans lequel les studios hollywoodiens leur permettent de s'exprimer. C'est simple, regarde. Le seul dans la liste là qui a accepté de faire un truc qui serait à la fois un... En fait, Spielberg, c'est le seul qui a accepté un projet un peu culture doudou, à savoir Ready Player One, parce que sur le papier, quand on engage Spielberg pour Ready Player One, on lui demande de faire ça, on lui demande de faire de la culture doudou parce que le bouquin l'est, et le mec te transcende le truc, mais vraiment, c'est-à-dire que l'aspect doudou de Ready Player One, c'est la scène d'intro. Oui, mais tu veux expliquer le Forget the Bike Oui, je veux bien, hein, si tu veux. En gros, on va peut-être faire une parenthèse là-dessus, et puis après on pourra conclure. En gros, le Ready Player One, c'est un film... donc de Steven Spielberg, adapté d'un roman de Ernest Cline, dans lequel il y a un jeu en ligne, en réalité virtuelle, dans lequel la plupart des gens vivent dedans. On est dans le futur, et c'est un futur post-apocalyptique, quoi. Vraiment, les ressources naturelles, c'est le capitalisme plus, et il n'y a plus rien, c'est la merde, quoi. C'est la merde absolument partout. Et du coup, les gens se réfugient dans l'Oasis, qui est ce fameux jeu en ligne, dans lequel... tout est possible. Tu peux avoir l'avatar que tu veux, tu peux aller dans le monde que tu veux, tout est absolument possible. Ce qui fait qu'au début du film, quand tu le commences, t'as un peu ce côté extase de « Oh, il y a Robocop, oh, il y a les Looney Tunes, oh, ils sont tous là. Il y a Freddy, il y a Jason, il y a tout le monde. » Toutes les références possibles et imaginables des 50 dernières années sont dans le film. Elles sont toutes là. Vraiment, c'est du geek porn. C'est du vrai geek porn. Et il y a un moment où ils font une course et il y a le personnage qui dit « Oh, regarde, il y a Atreus. » Il donne le nom d'Atreus, qui est le nom de la joueuse.
Et là, son camarade dit avec la moto de Kaneda, parce qu'elle est sur la moto de Kaneda, donc De le Akira, personnage donc. d'Akira. Voilà. Et il dit avec la moto de Kaneda, il dit mais non, forget the bike. Oublie Akira, oublie la ref. Pense à la personne, au cœur de qui elle est en fait. Ouais, par contre, je suis désolée, mais elle s'appelle Artemis. Hein. Oui, c'est Artemis. Genre, mais- ça- Excusez-moi, j'ai mis Artemis. ça, des Ouais, non, SES bah, et tout, désolé. Elle serait pas passée, quoi. Artemis, bon Dieu, Mais on l'écoutez se- pas, il raconte que des conneries. On se fait engueuler. Pardon. Voilà, donc tout ça pour dire, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est forget the bike, oubliez Retour vers le futur. De toute façon, Retour vers le futur aujourd'hui, c'est Rick et Morty, très clairement. Et sincèrement, mais mettez-vous bien, quoi. Faites-vous une petite semaine, là. Tu sais quoi, tu te fais une petite semaine où tu te refais Monster House, Beowulf, Pole Express, tout ça, tu vois. voilà. Après, t'enchaînes avec Allier, machin, et tu termines ta semaine sur Marwan. Et là, tu te dis, mais en fait, le cinéma va bien, en Non, fait. mais c'est ça. Mais en fait, quand on dit forget the bike, ça veut pas dire qu'on refuse cette culture-là. Ça veut pas dire qu'on est plongé dedans. Nous aussi, on a grandi avec ça. Avec avoir For- les posters qu'on met dans les analytics. Non, mais voilà. Mais en fait, quand Steven Spielberg dans Ready Player One dit forget the bike et quand nous on dit forget the bike, ça veut dire oui, c'est notre culture. Ça doit pas devenir une case dans laquelle on s'enferme. C'est ça. C'est notre culture au sens où on doit la surpasser et on doit l'utiliser pour créer à nouveau avec ça. C'est ce que fait Spielberg, c'est-à-dire qu'avec toutes ces références, il fait quelque chose de nouveau. Et en fait, d'une certaine manière, on a tous besoin de forget the bike au sens où on a tous besoin, oui, d'aimer Retour vers le futur, mais aussi de s'ouvrir à Bienvenue à Marwan. Parce qu'en fait, la plupart des gens sont passés à côté du plus grand film de Zemeckis, sans même le savoir. Parce que tout le monde était trop concentré à rechercher tous les jours les nouvelles de Retour vers le futur 4. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, alors, c'est tout pour ce podcast. Je vous remercie énormément de nous avoir écoutés. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes allés jusqu'au bout. J'espère sincèrement que si vous n'aviez pas vu Bienvenue à Marwan, ce qui est fort probable, vu les chiffres, découvrez-le, sincèrement. Et comme on vous l'a dit, c'est un film incroyablement ludique. Vous pouvez le voir avec toute la famille. Enfin, vous allez vous manger une super baffe. Et en plus, on n'a pas trop spoilé. Et en plus, on a vraiment fait un effort pour pas trop spoiler. X, c'est pas que une chaîne YouTube, c'est beaucoup plus grand que ça. On a beaucoup d'ambition. On vous invite à jeter un coup d'œil au Tipeee. Oui. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à donner un commentaire parce que ça, c'est encore le truc qui nous fait encore plus plaisir. C'est de ne pas avoir des gens attachés à la culture de Doom, mais des gens qui prennent le temps de dire ce qu'ils ont pensé de nos épisodes. Donc quand dans les épisodes, je vous invite à donner votre avis en commentaire, c'est pas pour le référencement, Oui, c'est donc, sincère. Ouais, on prend un vrai plaisir à vous lire et on remercie, à vous répondre. on remercie bien sûr les tipeurs qu'on On a remercie déjà. les tipeurs, on remercie les abonnés qui nous suivent. Là, le démarrage de la chaîne, ça a été un vrai moment, un vrai plaisir pour nous C'est tous. clair. Des bisous, prenez soin de vous, voyez des films, surtout Marwan. À bientôt. À bientôt. 5 outstanding directors, all first-time nominees, have crafted 5 memorable films.